Les yeux d'ambre du lynx roux s'assombrirent lorsqu'il posa délicatement sa patte sur le cœur immobile de Marie. Ce geste d'adieu impossible d'un prédateur sauvage brisant le silence de la chambre mortuaire. Ce que fit ensuite l'animal que cette femme mourante avait recueilli déchira les cœurs de tous les témoins présents, transcendant à jamais la frontière entre monde sauvage et humanité. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de commenter depuis quelle partie du monde tu nous regardes. Allons-y. Le soleil d'automne filtrait à travers les rideaux de dentelle, baignant la chambre d'une lumière dorée qui contrastait avec la solennité du moment. Marie Lambert, autrefois si vibrante et pleine de vie, reposait dans son lit, son corps fragile à peine visible sous les couvertures. À ses côtés, immobile comme un gardien ancestral, se tenait Léo, un magnifique lynx roux dont les yeux ambrés scrutaient chaque personne présente dans la pièce. La scène aurait paru surréaliste pour quiconque ignorait leur histoire. Un prédateur sauvage veillant sur une femme mourante, entourée de sa famille en larmes. Mais pour ceux qui connaissaient leur parcours extraordinaire, cette image représentait l'aboutissement d'une relation qui avait défié toutes les conventions. Personne n'aurait pu prédire qu'un félin sauvage et une professeure de biologie à la retraite formeraient un jour un tel lien. Leur histoire avait commencé 3 ans plus tôt, dans les circonstances les plus inattendues, alors que la vie de Marie basculait sous le poids d'un diagnostic impitoyable. Cancer du pancréas, stade 4, avait annoncé le docteur Moreau, ses yeux trahissant la gravité que sa voix tentait de masquer. « Je suis vraiment désolé, Marie. » À 68 ans, Marie s'était préparée à bien des choses. Une retraite paisible après 30 années d'enseignement, du temps pour jardiner, pour voyager, pour voir grandir ses petits-enfants. Mais pas à cela. Jamais à cela. Combien de temps ? Avait-elle simplement demandé, son esprit analytique prenant le dessus sur l'émotion. 1 an, peut-être 18 mois avec les traitements. Mais je ne vous mentirai pas, la qualité de vie sera compromise. Cette conversation avait eu lieu un mardi matin pluvieux. Le vendredi suivant, Marie avait pris une décision qui avait choqué sa famille. Elle refusait la chimiothérapie. À la place, elle choisissait de vivre le temps qui lui restait pleinement dans sa maison isolée à la lisière de la forêt de Fontainebleau, là où elle avait toujours été le plus heureuse. « Tu ne peux pas abandonner comme ça », avait protesté Thomas, son fils unique, les yeux rougis par les larmes et le manque de sommeil. « Pense à nous, à tes petits-enfants. »« Je pense à vous, justement », avait répondu Marie avec une douceur qui contrastait avec sa détermination. « Je veux que vous gardiez de moi l'image d'une femme vivante, pas d'un corps ravagé par les traitements. » La décision de Marie avait créé une fracture au sein de la famille. Thomas et sa femme Claire ne comprenaient pas. Les petits-enfants, Emma et Lucas, étaient trop jeunes pour saisir pleinement ce qui se passait. Seule Jeanne, la sœur aînée de Marie, semblait respecter son choix, même si elle ne l'approuvait pas entièrement. C'est dans ce contexte de tension familiale et d'acceptation progressive de l'inévitable que Léo était entré dans leur vie. La maison de Marie, nichée à la lisière de la forêt, avait toujours été un refuge pour la faune locale. Des générations d'écureuils avaient fait leur nid dans les arbres environnants, les oiseaux migrateurs s'y arrêtaient fidèlement chaque année, et même quelques chevreuils timides s'aventuraient parfois jusqu'à son jardin potager. Marie, biologiste de formation et naturaliste dans l'âme, avait toujours vécu en harmonie avec ses visiteurs, les observant avec fascination plutôt qu'avec crainte. Ce matin-là, 6 mois après son diagnostic, Marie prenait son petit déjeuner sur la terrasse malgré la fraîcheur automnale, enveloppée dans une couverture épaisse. C'était devenu son rituel, observer le réveil de la forêt au lever du jour, écouter le chant des oiseaux, sentir l'odeur de l'humus et des feuilles tombées. Son corps s'affaiblissait progressivement, mais ses sens semblaient s'aiguiser, comme si la nature lui offrait une dernière explosion de sensations avant le grand silence.
Le bruit était si discret qu'elle l'avait d'abord confondu avec le froissement des feuilles. Puis, elle l'avait entendu à nouveau, un gémissement aigu, presque un miaulement, mais plus rauque. Ses yeux avaient scruté la lisière des arbres, et c'est là qu'elle l'avait aperçu, une petite forme tachetée, à moitié cachée sous un buisson de ronces. Avec une énergie qu'elle ne se connaissait plus, Marie s'était levée et avait traversé le jardin. À mesure qu'elle approchait, l'animal s'était révélé, un jeune lynx roux, manifestement blessé, sa patte arrière formant un angle inquiétant. Ses yeux dorés, emplis de douleur et de méfiance, s'étaient fixés sur Marie sans cligner. « Tu es bien loin de ton territoire, mon beau », avait murmuré Marie, surprise de voir un tel animal si près des habitations. Les lynx roux étaient rares dans la région, préférant les zones plus montagneuses et isolées. L'animal avait tenté de se redresser, mais était retombé avec un cri de douleur qui avait serré le cœur de Marie. Sans réfléchir davantage, elle était retournée à la maison, chercher son téléphone et avait appelé le seul vétérinaire qu'elle connaissait personnellement, Marc Dubois, un ancien étudiant devenu ami. Un lynx roux blessé, à Fontainebleau? Marc n'avait pas caché sa surprise. « Tu es sûre, Marie? Ce n'est pas un gros chat domestique? » « J'ai passé ma vie à étudier la faune locale, Marc. Je sais reconnaître un lynx quand j'en vois un, » avait-elle répondu avec une pointe d'agacement. 2 heures plus tard, Marc examinait l'animal sédaté sur la table de la cuisine de Marie. Le diagnostic était clair, fracture de la patte arrière, probablement causée par un piège de braconnier, déshydratation sévère et légère malnutrition. Il est jeune, probablement séparé de sa mère trop tôt, avait expliqué Marc tout en bandant la patte du félin. Dans d'autres circonstances, je le confierais à un centre de réhabilitation pour qu'il soit relâché une fois guéri. Mais quoi? Avait demandé Marie, intriguée par l'hésitation de son ami. Mais il a déjà été en contact avec les humains, regarde. Marc avait délicatement écarté la fourrure du cou de l'animal, révélant une petite cicatrice et les traces d'un ancien collier. Ce lynx a probablement été détenu illégalement comme animal de compagnie, puis abandonné ou échappé. Sa méfiance envers les humains n'est pas naturelle. Elle est apprise. Marie avait observé l'animal endormi, son petit corps se soulevant au rythme de sa respiration. Quelque chose dans la vulnérabilité de cette créature sauvage, blessée par la cruauté humaine, puis abandonnée, avait fait écho à sa propre situation. « Je vais m'en occuper », avait-elle déclaré soudainement. « Marie, ce n'est pas un chat domestique, c'est un prédateur sauvage qui a besoin d'un refuge le temps de guérir, tout comme moi. » Le ton de Marie ne laissait place à aucune discussion. « Tu as dit toi-même qu'il ne peut pas être relâché directement dans la nature, et je doute que les centres de réhabilitation se battent pour accueillir un lynx à moitié domestiqué. » Marc avait soupiré, reconnaissant dans les yeux de son ami cette détermination qu'il lui connaissait bien, celle qui avait fait d'elle une enseignante respectée et une chercheuse tenace. « Je suppose que ça te donnera une occupation », avait-il finalement concédé. « Mais il faudra le déclarer aux autorités, et je devrais venir régulièrement vérifier son état. »« Et le tien ?» avait-il ajouté avec un regard appuyé. C'est ainsi que Léo, nommé en référence au lion que Marie voyait en lui malgré sa petite taille, était devenu un résident permanent de la maison à la lisière de la forêt. Les premiers jours avaient été tendus, le félin se terrant sous les meubles, ne sortant que la nuit pour se nourrir des gamelles de viande crue que Marie lui préparait. La première vraie interaction était survenue 3 semaines après son arrivée. Marie s'était endormie dans son fauteuil près de la cheminée, un livre ouvert sur ses genoux. Elle s'était réveillée au contact d'un poids chaud contre sa jambe. Léo, blotti contre elle, le regard toujours méfiant mais empreint d'une curiosité nouvelle. « Nous sommes 2 âmes blessées, n'est-ce pas ?» avait murmuré Marie en osant effleurer le pelage tacheté. À la surprise de tous,
Vétérinaire, famille et Marie elle-même, une relation extraordinaire s'était développée entre la femme mourante et le lynx réhabilité. Léo avait progressivement adopté un comportement presque domestique, tout en conservant sa dignité sauvage. Il chassait dans le jardin la nuit, rapportant parfois des souris qu'il déposait fièrement aux pieds de Marie, mais passait ses journées à ses côtés, comme s'il percevait sa fragilité grandissante. La famille de Marie avait d'abord été horrifiée par cette cohabitation inhabituelle. Thomas avait menacé d'appeler les services de protection de la faune. Claire refusait catégoriquement que les enfants visitent la maison tant que cette bête y résidait. Seule Jeanne avait fait preuve d'ouverture d'esprit, remarquant l'effet positif que la présence de Léo avait sur sa sœur. « Il lui donne une raison de se lever chaque matin », avait-elle expliqué à Thomas lors d'une discussion houleuse. « Tu ne vois pas qu'elle est plus vivante depuis qu'il est là ?» Et effectivement, malgré la progression inexorable de sa maladie, Marie semblait avoir trouvé une nouvelle raison de vivre. Les médecins eux-mêmes étaient déconcertés par sa résistance. Lors d'une visite de contrôle, 8 mois après le diagnostic initial, le docteur Moreau n'avait pu cacher sa surprise. « Je ne m'explique pas comment vous tenez encore debout », avait-il admis en consultant ses analyses. « Selon tous nos indicateurs, votre état aurait dû se dégrader beaucoup plus rapidement. » Marie avait souri, pensant à Léo qui l'attendait à la maison. « J'ai un garde-malade très particulier, docteur. » Le médecin avait haussé les sourcils, pensant qu'elle parlait de sa sœur Jeanne qui venait régulièrement l'aider. Si seulement il savait que son infirmier avait des griffes acérées et des crocs impressionnants. La cohabitation avec Léo n'avait pourtant pas été sans difficulté. Le félin, malgré son attachement croissant à Marie, restait un animal sauvage avec des instincts de prédateur. Il avait fallu sécuriser la maison, remplacer certains meubles endommagés par ses griffes et surtout apprendre à respecter son besoin d'espace et d'indépendance. Marc, le vétérinaire, s'était avéré être un allié précieux. Contre toute attente professionnelle, il avait accepté de superviser cette expérience inhabituelle, fasciné par le comportement du lynx. Ses visites hebdomadaires étaient devenues un rituel que Léo semblait anticiper, se montrant étonnamment coopératif lors des examens. Son adaptation est remarquable, avait commenté Marc après avoir retiré la telle de la patte guérie. Il a développé ce que j'appellerais un comportement paradomestique. Il conserve ses instincts de chasse et son indépendance, mais il a intégré des comportements sociaux typiquement félins domestiques dans ses interactions avec toi. Marie, qui observait Léo se toiletter paisiblement sur le rebord de la fenêtre, avait acquiescé. Il est entre deux mondes, comme moi, ni tout à fait dans la vie, ni tout à fait dans la mort. Cette réflexion avait assombri le visage de Marc. Il savait que malgré cette rémission apparente, le cancer progressait sournoisement. Les dernières analyses montraient une extension vers le foie. Il n'en avait pas encore parlé à Marie, cherchant le bon moment, s'il existait, pour annoncer une telle nouvelle. L'hiver était arrivé, enveloppant la maison de la forêt dans un manteau de neige qui accentuait son isolation. Pour Léo, ce premier hiver en semi-captivité semblait raviver des instincts ancestraux. Marie l'observait souvent depuis la fenêtre du salon, fascinée par sa technique de chasse dans la neige, ses bonds précis pour capturer les rongeurs sous la couche blanche. Ces moments d'observation étaient devenus sa méditation quotidienne, une façon de se connecter à la vie sauvage alors que la sienne s'étiolait lentement. La période des fêtes approchait, et avec elle, la question épineuse des visites familiales. Thomas et Claire avaient maintenu leur position. Tant que Léo serait dans la maison, il ne viendrait pas avec les enfants. Cette situation pesait lourdement sur Marie, qui n'avait pas vu ses petits-enfants depuis près de 3 mois. « Tu ne peux pas leur en vouloir », avait dit Jeanne un après-midi en préparant un thé dans la cuisine, tandis que Léo somnolait près du poêle. « Un lynx n'est pas un animal de compagnie, Marie. Leur inquiétude est légitime.
Léo n'a jamais montré la moindre agressivité, avait protesté Marie, une pointe de colère dans la voix. Il est plus prévisible que la plupart des chiens de compagnie. Jeanne avait soupiré, servant le thé dans les tasses en porcelaine que leur mère leur avait léguées. Ce n'est pas une question de comportement, c'est une question de perception, et de loi aussi. Techniquement, tu es en infraction, même avec l'autorisation spéciale que Marc a obtenue. Marie avait porté la tasse à ses lèvres, le regard perdu dans le jardin enneigé. Elle savait que sa sœur avait raison, mais l'idée de se séparer de Léo lui était insupportable. Plus que jamais, elle avait besoin de sa présence silencieuse et rassurante. La solution était venue de Thomas lui-même, de façon inattendue. Un soir de décembre, il avait appelé sa mère avec une proposition qui l'avait laissé sans voix. « J'ai parlé à un ami qui travaille pour un documentariste animalier », avait-il expliqué, la voix hésitante. « Je lui ai raconté ton histoire avec ce lynx. Il serait intéressé pour venir filmer quelques séquences, documenter cette relation inhabituelle. » Marie était restée silencieuse, surprise par ce revirement. Je me suis dit que, si des professionnels jugent que la situation est sécuritaire, peut-être que Claire et moi pourrions reconsidérer notre position pour Noël, avait-il ajouté. C'est ainsi que Gabriel Mercier, réalisateur de documentaires animaliers, était entré dans leur vie. Son arrivée avait initialement perturbé Léo, qui s'était réfugié sur les poutres apparentes du salon, observant l'étranger avec méfiance. Mais la patience et l'expérience de Gabriel avec les animaux sauvages avaient fini par porter leurs fruits. « C'est absolument fascinant », avait-il commenté après 3 jours d'observation discrète. « J'ai filmé des lynx dans leur habitat naturel, mais je n'ai jamais vu un tel niveau d'adaptation et de communication interspécifique. » Les séquences qu'il avait capturées montraient Marie et Léo, dans leur routine quotidienne, le félin apportant une souris à Marie comme une offrande, se frottant contre ses jambes lorsqu'elle préparait son repas, ou encore, le plus émouvant, s'allongeant près d'elle pendant ses siestes de plus en plus fréquentes, comme s'il montait la garde. Il y a une tendresse évidente dans ces interactions, avait noté Gabriel. Il a compris votre vulnérabilité. Ces observations avaient conforté Marie dans sa conviction que Léo n'était pas une menace pour sa famille. Gabriel, impressionné par ce qu'il avait vu, avait accepté de parler à Thomas et Claire, leur expliquant le comportement du lynx et les précautions mises en place. Finalement, après beaucoup d'hésitations et de conditions posées, Thomas avait accepté que la famille vienne pour le réveillon de Noël. Léo serait confiné dans une partie séparée de la maison pendant la présence des enfants, une solution qui ne satisfaisait pas entièrement Marie, mais qu'elle avait acceptée comme un compromis nécessaire. Le jour de Noël était arrivé, apportant avec lui une joie que Marie n'espérait plus connaître. Emma et Lucas, malgré les avertissements répétés de leurs parents, n'avaient montré aucune peur à l'idée qu'un lynx se trouvait dans la maison, bien au contraire. « On peut le voir, mamie ?» avait demandé Emma, 7 ans, ses yeux brillants d'excitation. « S'il te plaît, juste un peu » avait renchéri Lucas, de 2 ans son cadet. Marie avait jeté un regard interrogateur à Thomas, qui avait échangé un long regard avec Claire avant de hocher imperceptiblement la tête. « Seulement si vous restez derrière moi, et sans faire de gestes brusques », avait précisé Marie, son cœur battant d'anticipation. Léo se trouvait dans la véranda chauffée, allongé sur un coussin près de la fenêtre. À l'entrée de Marie suivie des enfants, il avait redressé la tête, ses oreilles pointant vers l'avant avec curiosité. « Il est magnifique », avait murmuré Emma, impressionnée par l'élégance du félin. « On dirait qu'il porte des gants », avait remarqué Lucas, observant les pattes au coussinet noir délicatement posées l'une sur l'autre. À la surprise générale, Léo s'était levé et avait traversé la pièce d'un pas souple pour venir se frotter contre les jambes de Marie, avant de s'asseoir calmement, observant les enfants avec une curiosité non dénuée de prudence. « Il peut sentir ma main ?» avait demandé Emma. « Doucement »
avait conseillé Marie, guidant la petite main de sa petite fille. Le contact avait été bref, juste quelques secondes où les doigts d'Emma avaient effleuré le pelage épais de Léo, mais il avait scellé quelque chose d'important. La barrière invisible entre Léo et la famille de Marie commençait à s'effriter. Le reste de la journée de Noël s'était déroulé dans une atmosphère détendue que Marie n'aurait pas cru possible quelques semaines auparavant. Bien que Léo ait été remis dans la véranda pour le repas et les échanges de cadeaux, sa présence n'était plus un sujet de tension. Thomas lui-même semblait avoir assoupli sa position, observant avec un intérêt nouveau les interactions entre sa mère et le félin. Ce soir-là, après le départ de la famille, Marie s'était assise près du sapin illuminé, Léo blotti contre elle sur le canapé. Les douleurs qui la tenaillaient habituellement semblaient s'être atténuées, comme si la joie de cette journée avait momentanément repoussé la maladie. « Tu vois, ils commencent à t'accepter », avait-elle murmuré en caressant le lynx. « Bientôt, ils comprendront pourquoi tu es si important pour moi. » Ce qu'elle ne leur avait pas dit, ce qu'elle n'avait confié qu'à Jeanne, c'était que Léo était devenu bien plus qu'une distraction ou une compagnie dans ces derniers mois. Il était devenu son projet final, sa dernière contribution au monde, la réhabilitation d'un animal sauvage qui, comme elle, naviguait entre deux existences. L'hiver s'était écoulé, cédant la place à un printemps précoce qui avait transformé la forêt environnante en une explosion de verdure et de fleurs sauvages. Pour Marie, chaque saison revêtait désormais une signification particulière. Chaque bourgeon, chaque oiseau migrateur de retour, chaque rayon de soleil plus chaud était un cadeau qu'elle n'avait pas osé espérer recevoir. Gabriel Mercier revenait régulièrement, son projet initial de quelques séquences s'étant transformé en un documentaire complet. Dernière saison, comme il l'avait provisoirement intitulé, suivait l'évolution de la relation entre Marie et Léo au fil des mois, tout en abordant des questions plus larges sur la frontière entre monde sauvage et monde domestique, sur la fin de vie et sur les connexions improbables qui peuvent naître dans les moments les plus sombres. « Ton histoire touche les gens », avait expliqué Gabriel à Marie lors d'une de ses visites. J'ai montré quelques séquences à mes producteurs et ils sont bouleversés. Ce n'est plus seulement l'histoire d'un lynx et d'une femme, c'est une réflexion sur ce que signifie vraiment apprivoiser et être apprivoisé. Marie avait souri à cette référence à peine voilée au Petit Prince, l'un de ses livres préférés. « On ne connaît que les choses que l'on apprivoise », avait-elle cité doucement, observant Léo qui s'étirait paresseusement dans un rayon de soleil. Le félin avait désormais atteint sa taille adulte, environ 80 cm de long pour une vingtaine de kilos. Son pelage s'était enrichi, devenant plus dense et plus chatoyant, marqué de taches noires plus prononcées sur un fond roux brun. Ses yeux dorés avaient conservé cette intensité sauvage qui rappelait constamment ses origines, mais son comportement avec Marie témoignait d'une domestication partielle réussie. Ce que personne n'avait anticipé, c'était l'impact que les séquences tournées par Gabriel auraient sur l'opinion publique. Lorsque des extraits avaient été diffusés dans une émission sur la faune locale, la réaction avait été immédiate et divisée. D'un côté, de nombreux téléspectateurs avaient été touchés par cette relation inhabituelle, y voyant un symbole d'espoir et de connexion. De l'autre, des associations de protection des animaux s'étaient insurgées, dénonçant ce qu'elles considéraient comme une exploitation d'un animal sauvage pour des raisons sentimentales. La polémique avait atteint un point critique lorsqu'un inspecteur des services de protection de la faune s'était présenté à la porte de Marie, un mandat en main. « Nous avons reçu plusieurs signalements concernant la détention illégale d'un animal sauvage », avait-il annoncé d'une voix neutre, évitant de croiser le regard de Marie qui pâlissait à vue d'œil. Heureusement, Marc avait anticipé cette situation. Grâce à ses contacts et à la documentation minutieuse du cas de Léo, il avait réussi à obtenir une dérogation temporaire, arguant que le lynx était en processus de réhabilitation et que son état
paradomestique rendait sa réintroduction immédiate dans la nature problématique. C'est une situation exceptionnelle qui nécessite des mesures exceptionnelles, avait-il plaidé auprès des autorités. Cet animal n'est ni totalement sauvage, ni totalement domestique. Le séparer brutalement de son environnement actuel serait traumatisant et potentiellement dangereux pour lui. La dérogation avait été accordée, mais avec des conditions strictes. Léo devrait être régulièrement examiné par un vétérinaire agréé. Sa détention ne serait autorisée que jusqu'au décès de Marie, une clause qui avait fait frémir l'intéressée lorsqu'elle l'avait lue. Et des mesures devraient être prises pour préparer sa transition vers un centre spécialisé le moment venu. Cette officialisation du statut de Léo avait eu un effet inattendu sur la famille de Marie. Thomas, qui avait suivi l'affaire de près, avait semblé réaliser soudain la profondeur du lien qui unissait sa mère au lynx. « Je commence à comprendre », avait-il admis lors d'une visite en avril, observant Marie et Léo partager un moment paisible sur la terrasse. Ce n'est pas un caprice ou une excentricité, c'est quelque chose de plus fondamental. Marie n'avait pas répondu, se contentant de serrer brièvement la main de son fils. Les mots devenaient de plus en plus précieux à mesure que sa maladie progressait, et elle préférait les économiser pour l'essentiel, car malgré cette période de relative stabilité, le cancer poursuivait son œuvre destructrice. Les douleurs étaient devenues plus intenses, nécessitant des analgésiques plus puissants qui la laissaient souvent dans un état de semi-conscience. Dans ces moments-là, Léo semblait particulièrement attentif, restant à ses côtés comme s'il montait la garde, ne la quittant que pour satisfaire ses besoins naturels. « Il sait », avait murmuré Marie à Jeanne un soir où la douleur l'avait réveillée en sursaut. « Il sent que la fin approche. » Jeanne, qui passait désormais plusieurs nuits par semaine dans la chambre d'amis pour veiller sur sa sœur, avait hoché la tête sans répondre. Elle aussi avait remarqué le changement dans le comportement du lynx, plus attentif, plus présent, comme s'il anticipait l'inévitable. Ce qui fascinait Marc lors de ses visites médicales, c'était la façon dont Léo semblait réagir à l'état de santé de Marie. Les jours où elle était particulièrement affaiblie, il redoublait d'attention, allant jusqu'à lui apporter des proies qu'il déposait près de son fauteuil, un comportement que le vétérinaire interprétait comme une tentative de nourrir un membre du groupe perçu comme vulnérable. Dans la nature, ce comportement existe chez certains félins sociaux, mais il est généralement réservé aux petits ou aux partenaires de reproduction, avait-il expliqué à Gabriel, qui filmait ses interactions avec fascination. Le fait qu'un lynx, animal traditionnellement solitaire, développe ce type de comportement envers un humain est... Eh bien, c'est sans précédent documenté. Mais était arrivé, apportant avec lui des journées plus chaudes et plus longues. Marie avait insisté pour que son lit soit déplacé près de la baie vitrée du salon, lui permettant de contempler le jardin et la lisière de la forêt depuis sa position allongée. Ses sorties se faisaient de plus en plus rares, ses forces l'abandonnant progressivement, mais elle tenait à maintenir ce contact visuel avec la nature. C'est à cette période que Léo avait développé un nouveau rituel. Chaque matin, à l'aube, il sortait dans le jardin et revenait avec une branche fleurie, une plume ou une feuille particulièrement belle qu'il déposait solennellement sur le rebord du lit de Marie. Ces offrandes, collectées avec un soin évident, étaient devenues les petites joies quotidiennes auxquelles elle s'accrochait. « Il me fait visiter la forêt à sa façon », avait-elle expliqué à Emma lors d'une visite. Sa petite fille, désormais fascinée par Léo, buvait ses paroles, notant méticuleusement dans un petit carnet chaque observation sur le comportement du lynx. La présence des enfants était devenue plus fréquente, Thomas et Claire ayant finalement accepté que Léo fasse partie du quotidien de Marie. Il restait vigilant, bien sûr, ne laissant jamais les enfants seuls avec le félin, mais la méfiance initiale avait cédé la place à une curiosité respectueuse.
Lucas, en particulier, avait développé une fascination pour Léo. Du haut de ses 5 ans, il observait le lynx avec une concentration inhabituelle pour son âge, dessinant d'innombrables portraits de l'animal dans des positions diverses. « Je crois qu'il a hérité de ton amour pour la nature », avait commenté Marie à Thomas en feuilletant le carnet de dessin que Lucas lui avait offert. « Apparemment », avait répondu son fils avec un sourire mélancolique. « J'aurais préféré qu'il s'intéresse aux tortues ou aux papillons. Mais bon. » Cette plaisanterie légère marquait un tournant dans l'attitude de Thomas, une acceptation tacite de la situation et, plus important encore, une reconnaissance de la valeur que Léo avait dans la vie de sa mère. Juin avait apporté avec lui une vague de chaleur inhabituelle. Pour Léo, habitué au climat tempéré, ces journées caniculaires étaient particulièrement éprouvantes. Marie l'avait souvent observé chercher les zones les plus fraîches de la maison, se déplaçant du carrelage de la cuisine aux dalles de pierre de la cheminée. Un matin, alors que le thermomètre affichait déjà 28 degrés à l'ombre, Marie s'était réveillée en sueur, la respiration difficile. Sa première pensée avait été pour Léo. Souffrait-il aussi de cette chaleur? Elle l'avait cherché du regard, mais le félin n'était pas à sa place habituelle. « Léo » avait-elle appelé faiblement, sa voix à peine audible. Quelques instants plus tard, le lynx était apparu, mais pas seul. À sa suite, entrant prudemment par la porte laissée entr'ouverte, un renard roux s'était avancé dans le salon. L'animal sauvage, visiblement nerveux mais déterminé, avait suivi Léo jusqu'au lit de Marie, où ce dernier avait sauté avec sa grâce habituelle. Le renard était resté à distance, observant la scène avec une méfiance évidente. Puis, après ce qui avait semblé être une éternité, il s'était approché suffisamment pour que Marie puisse distinguer une blessure sur son flanc, une coupure nette qui saignait encore légèrement. Marie avait fixé le renard avec un mélange de stupéfaction et d'émerveillement. « Léo, qu'as-tu fait ?» avait-elle murmuré, comprenant intuitivement ce qui venait de se produire. Le lynx, assis dignement sur le bord du lit, avait semblé lui lancer un regard presque fier, comme s'il attendait son approbation. Avec des gestes lents, dictés autant par sa faiblesse que par la crainte d'effrayer l'animal sauvage, Marie avait tendu la main vers le téléphone posé sur sa table de chevet. Marc devait être prévenu. « Tu ne vas jamais me croire », avait-elle dit lorsqu'il avait décroché, mais Léo vient de ramener un renard blessé dans la maison. Le silence à l'autre bout de la ligne avait été éloquent, avant que Marc ne retrouve sa voix professionnelle. « Ne bouge pas, j'arrive tout de suite. Et si possible, essaie de maintenir le renard dans la pièce sans le toucher. » En attendant l'arrivée du vétérinaire, Marie avait observé avec fascination la dynamique entre les deux animaux. Léo, loin de considérer le renard comme une proie potentielle, maintenait une distance respectueuse tout en restant vigilant. Le renard, quant à lui, semblait partagé entre la méfiance naturelle et une forme de résignation, comme s'il avait compris que cet étrange détour par une maison humaine était sa meilleure chance de survie. « Comment as-tu réussi à le convaincre de te suivre ?» avait murmuré Marie en direction de Léo, ne s'attendant pas réellement à une réponse. Le lynx avait simplement cligné des yeux lentement, ce geste que Marie avait appris à interpréter comme un signe d'affection dans le langage félin. Marc était arrivé en un temps record, équipé d'une cage de transport et de sa trousse de soins d'urgence. À sa vue, le renard s'était tendu, cherchant une issue, mais étrangement, il n'avait pas fui, restant près du lit de Marie comme si cette proximité lui offrait une protection. « Incroyable !» avait murmuré Marc en évaluant la situation. « Je n'ai jamais rien vu de tel. » Avec patience et expertise, il avait réussi à capturer le renard pour l'examiner. La blessure, heureusement, s'était avérée plus impressionnante que grave, une coupure nette probablement causée par du fil barbelé qui nécessitait quelques points de suture mais ne mettait pas la vie de l'animal en danger.
Ce qui me fascine, avait expliqué Marc tout en travaillant, c'est le comportement de Léo. Les lynx sont des prédateurs de renards dans la nature. Et pourtant, non seulement il ne l'a pas attaqué, mais il l'a activement aidé. Marie avait observé Léo qui surveillait toute la scène depuis le rebord de la fenêtre, apparemment satisfait du déroulement des événements. Il a appris la compassion, avait-elle dit doucement. Il m'a vu prendre soin de lui quand il était blessé et maintenant il reproduit ce comportement. Ou peut-être a-t-il simplement amené une proie facile et attend son moment, avait suggéré Marc avec un sourire qui adoucissait ses paroles. Mais ils savaient tous deux que l'explication la plus simple n'était pas forcément la bonne. Léo avait manifesté à plusieurs reprises une intelligence et une sensibilité qui défiaient les catégories habituelles. Gabriel, lorsqu'il avait appris l'épisode du renard, avait regretté amèrement de ne pas avoir été présent pour le filmer, qualifiant cela de comportement révolutionnaire en termes de cognition animale. Le renard, une fois soigné, avait été relâché à la lisière de la forêt, non sans que Marie n'ait eu l'impression que l'animal avait échangé un dernier regard avec Léo, une communication silencieuse entre deux êtres sauvages qui avaient brièvement partagé une expérience hors du commun. Cet événement avait marqué un tournant dans la perception de Léo par l'entourage de Marie. Ce n'était plus seulement le lynx de Marie, une curiosité ou un compagnon excentrique. Il était devenu une entité à part entière, dont les actions suscitaient respect et émerveillement. Thomas, en particulier, avait été profondément touché par l'histoire du renard. C'est comme s'il avait intégré une forme d'éthique, avait-il commenté lors de sa visite suivante, une capacité à reconnaître la souffrance et à vouloir y remédier. Exactement ce que je me tue à vous dire depuis le début, avait répondu Marie avec une pointe d'humour malgré sa fatigue croissante. Car à mesure que l'été s'installait, son état de santé se dégradait visiblement. Les bonnes journées se faisaient plus rares, les périodes de lucidité plus courtes. Le docteur Moreau, lors de sa dernière visite à domicile, avait pris Jeanne à part pour lui expliquer que la fin approchait. Probablement quelques semaines, peut-être un mois ou deux, si Marie continuait à faire preuve de la même résistance exceptionnelle. Il faut préparer la famille, avait-il conseillé avec douceur, et peut-être aussi l'animal. Cette conversation avait déclenché une série de discussions difficiles mais nécessaires. Que deviendrait Léo après le décès de Marie? Le félin, désormais âgé de près de 2 ans, était trop accoutumé à la présence humaine pour être simplement relâché dans la nature, mais trop sauvage pour être placé dans un foyer ordinaire. Marc avait proposé une solution, un sanctuaire pour félins dans le sud de la France, spécialisé dans la réhabilitation d'animaux ayant connu la captivité. Ils ont l'expérience et les installations nécessaires, avait-il expliqué à la famille, réunie autour de la table de la cuisine, pendant que Marie se reposait dans le salon, Léo fidèlement allongé à ses pieds. Léo y aurait un espace semi-sauvage, avec la possibilité de maintenir un certain contact humain tout en retrouvant une part de sa nature profonde. Thomas et Jeanne avaient échangé un regard. « Maman a-t-elle été consultée ?» avait demandé Thomas. « C'est elle qui m'a demandé de chercher une solution », avait répondu Marc. Elle est très lucide concernant ce qui l'attend, et sa principale préoccupation est l'avenir de Léo. Cette révélation avait laissé un silence pesant dans la pièce. Pour eux tous, affronter concrètement l'imminence de la fin rendait celle-ci soudain plus réelle, plus brutale. « Je voudrais pouvoir le garder », avait finalement dit Thomas, surprenant tout le monde, y compris lui-même. Mais je sais que ce ne serait pas juste pour lui. Notre appartement en ville, notre rythme de vie, ce serait une prison. Jeanne avait posé une main sur son bras. « Tu honores ta mère en pensant d'abord au bien-être de Léo. » La discussion avait été interrompue par l'arrivée d'Emma et Lucas, revenus de leur promenade dans le jardin. Les enfants
avec leur sensibilité particulière, avaient immédiatement perçu l'atmosphère lourde qui régnait dans la cuisine. « Vous parlez de mamie ?» avait demandé Emma, sa voix trahissant une compréhension au-delà de son âge. « Oui, chérie », avait répondu Claire, attirant sa fille contre elle. « Et de Léo aussi. Il va partir quand mamie sera au ciel ?» Lucas avait posé la question que tous redoutaient, avec cette franchise désarmante propre aux enfants. Thomas s'était agenouillé pour être à la hauteur de son fils. « Pas tout de suite, mais oui, Léo devra aller vivre dans un endroit spécial, avec d'autres animaux comme lui. » Les larmes avaient empli les yeux de Lucas. « Mais il va être triste sans mamie. » Thomas n'avait pas eu de réponse à cette vérité simple et déchirante. Comment expliquer à un enfant de 5 ans que la tristesse faisait partie intégrante de la vie, même pour un animal sauvage? C'est Emma qui avait brisé le silence avec une proposition inattendue. On pourrait faire un livre sur Léo et mamie, avec des photos et des dessins de Lucas. Comme ça, on n'oubliera jamais leur histoire. L'idée avait immédiatement trouvé écho chez les adultes. Gabriel avait des centaines d'heures de rush et des milliers de photos. Lucas avait ses dessins. Jeanne avait tenu un journal depuis l'arrivée de Léo. Ensemble, ils pourraient créer un témoignage de cette relation extraordinaire. On pourrait l'appeler Léo et Marie, avait suggéré Lucas, retrouvant son enthousiasme, ou le lynx qui aimait mamie. C'est une idée magnifique, avait approuvé Thomas, la gorge serrée par l'émotion. On commencera dès demain. Quand ils étaient retournés dans le salon pour partager cette idée avec Marie, il l'avait trouvée endormie, sa respiration légère et irrégulière, et Léo avait levé la tête à leur entrée, ses yeux dorés passant de l'un à l'autre, avant de se reposer sur le visage paisible de Marie. Dans ce regard, ils avaient tous perçu quelque chose qui dépassait l'instinct animal, une conscience, une présence attentive qui semblait comprendre la gravité du moment. Les jours qui suivirent virent naître une activité fébrile autour du projet de livre. Emma avait pris son rôle de coordinatrice très au sérieux, déléguant les tâches avec une autorité surprenante pour une enfant de 7 ans. Lucas dessinait sans relâche, produisant des illustrations touchantes dans leur simplicité. Gabriel avait mis à disposition ses meilleures photographies, et Thomas s'était chargé de la mise en page sur son ordinateur portable, installé en permanence sur la table de la cuisine. Marie observait ses préparatifs avec un mélange de tendresse et de mélancolie. Il y avait quelque chose de profondément émouvant à voir sa famille s'unir autour de ce projet, comme si documenter son histoire avec Léo leur permettait d'apprivoiser l'idée de sa disparition prochaine. « Tu aurais dû être écrivaine », avait commenté Jeanne un après-midi en lui montrant les premières épreuves du livre. « Tes notes sur Léo sont magnifiques. » Marie avait souri faiblement. « J'ai toujours préféré observer plutôt qu'écrire. C'est pour ça que j'étais biologiste, pas poète. » Pourtant, les observations qu'elle avait consignées dans son journal personnel, que Jeanne avait partiellement intégrées au livre avec sa permission, révélaient une sensibilité et une finesse d'analyse qui dépassaient le simple cadre scientifique. Elle y décrivait non seulement les comportements de Léo, mais aussi ce qu'elle ressentait en sa présence, les questions que leur relation suscitait en elle sur la nature des liens entre humains et animaux, sur la conscience et sur la mort. Léo m'a appris que la vie sauvage n'est pas l'opposé de la civilisation, mais son complément, avait-elle écrit dans une entrée particulièrement poignante. Nous croyons domestiquer les animaux, mais peut-être est-ce eux qui nous enseignent notre propre sauvagerie, cette part de nous qui ressent plutôt que de penser, qui sait sans avoir besoin de comprendre. Le mois de juillet avait apporté une canicule exceptionnelle, rendant l'atmosphère étouffante malgré les ventilateurs qui tournaient en permanence dans la maison. Pour Marie, dont le corps émacié ne régulait plus correctement la température, cette chaleur représentait une épreuve supplémentaire. Léo lui-même souffrait visiblement,
son épais pelage n'étant pas adapté à de telles conditions. Un matin, alors que le thermomètre indiquait déjà 31 degrés à l'ombre, Marc était arrivé pour sa visite habituelle, accompagné cette fois d'un spécialiste en soins palliatifs que le docteur Moreau avait recommandé. Il s'agit simplement de t'assurer un maximum de confort, avait expliqué Marc, conscient de la réticence de Marie à l'égard des interventions médicales lourdes. Je sais reconnaître un euphémisme quand j'en entends un, avait répondu Marie avec un pâle sourire. Tu veux dire qu'il s'agit de m'aider à mourir sans trop souffrir. Le médecin, le docteur Laurent, avait apprécié cette franchise. Après un examen approfondi et une longue discussion sur les options disponibles, il avait ajusté le traitement antidouleur de Marie, introduisant un système d'auto-administration qui lui permettrait de gérer elle-même l'intensité du soulagement en fonction de ses besoins. Et pour Léo, avait demandé Marie, toujours préoccupée par le bien-être du félin malgré sa propre souffrance. Cette chaleur est insupportable pour lui. Marc avait hoché la tête, lui aussi inquiet pour l'animal. J'ai apporté un système de refroidissement, des plaques réfrigérantes qu'on peut placer sous ses zones de repos préférées. Ça devrait l'aider à traverser cette période. En observant le vétérinaire installer ces dispositifs aux endroits stratégiques de la maison, Marie avait été frappée par l'ironie de la situation. Tant d'efforts pour assurer le confort d'un animal sauvage dans un environnement domestique, pendant que son propre corps la trahissait inexorablement. « Tu penses qu'il sera heureux dans ce sanctuaire ?» avait-elle demandé soudainement, sa voix trahissant une vulnérabilité rare. Marc s'était interrompu, prenant le temps de réfléchir sérieusement à la question. « Je pense qu'il trouvera un équilibre », avait-il finalement répondu. « Ce ne sera pas la même connexion qu'il a avec toi, rien ne pourra jamais reproduire cela, mais il aura de l'espace, des soins adaptés et la possibilité de vivre selon sa nature tout en conservant le lien avec les humains qu'il a appris à apprécier. » Cette réponse avait semblé apaiser Marie, qui avait fermé les yeux, épuisée par l'effort de la conversation. Léo, qui était resté à distance pendant la visite des médecins, s'était alors approché silencieusement, sautant avec précaution sur le lit pour se blottir contre elle, comme s'il avait perçu son besoin de réconfort. « Vous voyez ?» avait murmuré Marie sans rouvrir les yeux. « Il sait toujours exactement ce dont j'ai besoin. » Les jours suivants avaient vu une détérioration rapide de son état. La morphine, bien qu'efficace contre la douleur, la maintenait dans un état de semi-conscience qui inquiétait sa famille. Thomas avait pris un congé prolongé pour être présent, dormant sur le canapé du salon pour rester à proximité. Claire venait chaque jour avec les enfants, veillant à ce que la maison reste propre et accueillante malgré les circonstances. Léo, quant à lui, avait adopté un comportement de plus en plus protecteur. Il ne quittait presque plus Marie, même pour chasser, acceptant de se nourrir uniquement de la viande que Marc ou Thomas lui apportaient. La nuit, il restait allongé au pied du lit, ses oreilles pivotant au moindre changement dans la respiration de Marie. « C'est fascinant », avait commenté Gabriel, qui venait régulièrement filmer ses derniers moments avec une discrétion et un respect qui lui avaient valu l'acceptation de la famille. Il semble avoir développé une forme d'hypersensibilité à son état. Les félins peuvent percevoir des changements biologiques imperceptibles pour nous, odeur, température corporelle, rythme cardiaque, ou peut-être qu'ils l'aiment tout simplement, avait suggéré Emma avec la sagesse désarmante de l'enfance. Un matin particulièrement étouffant, alors que Marie semblait plongée dans un sommeil profond, quelque chose d'extraordinaire s'était produit. Léo, qui somnolait près d'elle, s'était soudain redressé, les oreilles pointées vers l'avant. Puis, avec une délicatesse surprenante pour un animal de sa taille, il avait posé une patte sur la main de Marie, la tapotant légèrement comme pour la réveiller. Marie avait ouvert les yeux, semblant émerger des brumes de la morphine, avec une lucidité inattendue. « Qu'y a-t-il, mon beau ?»
avait-elle murmuré. Le lynx avait alors fixé intensément la fenêtre, puis de nouveau Marie, répétant ce va-et-vient plusieurs fois. Thomas, qui assistait à la scène, avait été frappé par l'insistance du félin. « Je crois qu'il veut que tu regardes dehors, maman », avait-il dit en s'approchant pour ajuster les oreillers, permettant à Marie d'avoir une meilleure vue sur le jardin. Et là, dans la lumière dorée du matin, un spectacle inattendu s'offrait à eux. Une biche et son faon étaient sortis de la forêt et se tenaient immobiles à la lisière du jardin, comme figés dans un tableau vivant. Pendant plusieurs minutes, personne n'avait parlé, craignant de briser la magie de l'instant. « Un dernier cadeau ?» avait finalement murmuré Marie, les larmes aux yeux, sa main faible caressant la tête de Léo, qui continuait de fixer la scène avec attention. Cet épisode avait marqué le début d'une série de moments de clarté étonnante qui ponctuaient désormais les longues périodes d'inconscience de Marie. Thomas et Jeanne avaient remarqué que ces réveils coïncidaient souvent avec des comportements particuliers de Léo, comme s'il était capable de sentir quand Marie était sur le point d'émerger et qu'il l'encourageait activement à revenir vers eux. C'est comme s'il refusait de la laisser partir, avait commenté Jeanne, émue par cette démonstration de fidélité. Ou comme s'il l'aidait à profiter pleinement de chaque moment de conscience qui lui reste, avait suggéré Thomas, dont la perception de Léo avait radicalement évolué au fil des mois. Le livre prenait forme rapidement, porté par l'urgence de la situation. Les textes étaient simples mais puissants, les dessins de Lucas touchants dans leur naïveté et les photographies de Gabriel capturaient parfaitement l'essence de la relation entre Marie et Léo. Thomas avait même contacté un imprimeur local qui avait accepté de produire une petite série d'exemplaires reliés pour la famille. Une semaine plus tard, un colis spécial était arrivé. Le premier exemplaire relié du livre, Léo et Marie, une histoire extraordinaire. Thomas l'avait déballé avec précaution dans la cuisine, voulant s'assurer que tout était parfait avant de le montrer à sa mère. La couverture, ornée d'une magnifique photographie de Gabriel montrant Marie et Léo regardant ensemble le coucher du soleil depuis la terrasse, était aussi belle qu'il l'avait espéré. « C'est magnifique », avait murmuré Claire, émue aux larmes en feuilletant les pages. « Vous avez fait un travail incroyable. » Emma et Lucas attendaient impatiemment leur tour, impatients de voir leur contribution dans un vrai livre. Pour eux, malgré la gravité de la situation, ce projet avait été une aventure excitante, leur permettant de transformer leur chagrin en quelque chose de positif et de durable. « Mamie va l'adorer », avait déclaré Lucas avec conviction, ses petits doigts traçant le contour d'un de ses dessins reproduits en pleine page. Thomas avait hoché la tête, la gorge trop serrée pour parler. Le livre était devenu bien plus qu'un simple projet pour distraire les enfants. C'était devenu un témoignage de l'amour qu'ils portaient tous à Marie et une reconnaissance de l'importance de Léo dans leur vie. Lorsqu'ils étaient entrés dans le salon pour présenter le livre à Marie, ils l'avaient trouvé dans un de ces moments de lucidité, les yeux ouverts et attentifs. Léo, comme toujours, était allongé près d'elle, sa tête posée délicatement sur le bord du lit. « Nous avons quelque chose à te montrer, maman », avait annoncé Thomas doucement, s'asseyant sur le bord du lit pendant que les enfants et Claire se rassemblaient autour. Les yeux de Marie s'étaient illuminés à la vue du livre, une expression de surprise et de joie traversant son visage émacié. « Vous l'avez terminé », avait-elle murmuré, sa voix à peine audible. « Oui, et regarde, mamie », s'était exclamé Lucas, pointant fièrement la page où figurait son dessin préféré, une représentation colorée de Léo apportant une fleur à Marie. « C'est merveilleux », avait-elle soufflé, ses doigts tremblants effleurant les pages que Thomas tournait lentement pour elle. Pendant près d'une heure, la famille avait partagé ce moment précieux, parcourant le livre ensemble, riant parfois aux anecdotes racontées, s'émouvant souvent devant les images, capturant des instants de tendresse entre Marie et Léo. Le lynx lui-même semblait intrigué par l'objet qui captivait tant l'attention, reniflant occasionnellement les pages avec curiosité.
Tu as créé quelque chose de spécial, avait finalement dit Marie à Thomas, serrant faiblement sa main. Vous tous, vous avez transformé cette histoire en quelque chose de beau. C'est ton histoire, maman, avait répondu Thomas, les larmes aux yeux. Nous n'avons fait que la mettre en mots et en images. Marie avait secoué légèrement la tête. C'est notre histoire à tous. Léo n'a pas seulement changé ma vie, il a touché chacun d'entre vous, à sa façon. Cette vérité avait résonné profondément. Pour Thomas, Léo avait été une leçon d'humilité et d'ouverture d'esprit, l'obligeant à reconsidérer ses certitudes sur la frontière entre mondes humains et animal. Pour Claire, initialement la plus réticente, il était devenu un exemple de la façon dont l'amour pouvait transcender les barrières les plus inattendues. Pour Emma et Lucas, il représentait une connexion vivante avec la nature, bien plus puissante que n'importe quelle leçon théorique. Nous avons fait imprimer plusieurs exemplaires, avait expliqué Claire. Un pour chaque membre de la famille et un spécial pour le sanctuaire où Léo ira vivre. Marie avait fermé les yeux un instant, comme pour assimiler cette information. Lorsqu'elle les avait rouverts, son regard s'était posé sur Léo avec une intensité particulière. Il aura besoin de temps, avait-elle dit, pour comprendre, pour s'adapter. Le directeur du sanctuaire a promis une période de transition en douceur, avait assuré Thomas. Marc s'est arrangé pour passer les premières semaines sur place, afin que Léo ait au moins un visage familier. Ces arrangements pratiques, aussi nécessaires soient-ils, rendaient la réalité de la séparation imminente encore plus tangible. Un silence lourd était tombé sur la pièce, chacun perdu dans ses pensées, jusqu'à ce qu'Emma ne pose la question que tous redoutaient. Est-ce que Léo sait que mamie va partir? La question, dans sa simplicité enfantine, avait touché au cœur de ce qui préoccupait secrètement chacun d'eux. Comment un animal, même aussi intelligent et sensible que Léo, pouvait-il comprendre le concept de la mort, de l'absence définitive? Je pense qu'il sent que quelque chose change, avait répondu Marie après un moment de réflexion. Les animaux perçoivent des choses que nous ne percevons pas. Comme pour confirmer ses paroles, Léo s'était alors levé et avait délicatement posé sa tête sur la poitrine de Marie, ses yeux dorés fixés sur son visage avec une intensité troublante. Ce geste, à la fois tendre et solennel, avait ému tous les présents. « Vous voyez » avait murmuré Marie, caressant doucement la fourrure tachetée. Il comprend, à sa manière. Les jours suivants avaient vu défiler de nombreux visiteurs, des amis de longue date, d'anciens collègues, des voisins, tous venus dire adieu à Marie. Certains avaient été initialement intimidés par la présence de Léo, mais l'attitude calme et presque cérémonielle du lynx lors de ses visites avait rapidement dissipé leurs craintes. C'est comme s'il jouait le rôle de gardien, avait remarqué Jeanne, observant comment Léo se positionnait invariablement entre Marie et la porte, évaluant chaque visiteur avant de se détendre. Le docteur Laurent, lors de sa visite hebdomadaire, avait augmenté la dose de morphine, reconnaissant que Marie entrait dans la phase terminale de sa maladie. Il s'agit maintenant de s'assurer qu'elle ne souffre pas, avait-il expliqué à Thomas et Jeanne. Elle peut encore avoir des moments de lucidité, mais ils seront de plus en plus rares. Cette réalité s'était confirmée dans les jours qui avaient suivi. Marie passait désormais la majeure partie de son temps dans un état de semi-conscience, ces rares moments d'éveil devenant des instants précieux que la famille chérissait. C'est lors d'un de ces moments qu'elle avait fait une demande inattendue à Gabriel, qui continuait de documenter discrètement ces derniers jours. « Je voudrais que tu filmes un message pour Léo », avait-elle expliqué, sa voix si faible qu'il avait dû se pencher pour l'entendre. Quelque chose qu'on pourra lui montrer après. Gabriel avait acquiescé, profondément touché par cette requête. Avec Thomas et Jeanne comme témoins, il avait installé son équipement et donné à Marie le signal qu'elle pouvait commencer. « Mon cher Léo », avait-elle dit,
rassemblant ses forces pour parler clairement. « Lorsque tu verras cette vidéo, je ne serai plus là. Je voulais te dire... » Sa voix s'était brisée un instant, mais elle avait poursuivi avec une détermination remarquable. « Je voulais te dire merci. Tu m'as offert une fin de vie que je n'aurais jamais osé imaginer, pleine de découvertes, d'émerveillement et d'amour. Tu m'as appris que les connexions les plus profondes transcendent parfois les espèces, le langage et même la raison. » Léo, comme s'il comprenait l'importance du moment, s'était approché et avait posé sa tête près de la main de Marie, qu'il avait caressée doucement tout en continuant. « Là où tu vas, tu trouveras un nouveau foyer. Ce ne sera pas comme ici, mais ce sera une bonne vie. Une vie où tu pourras être toi-même, ni tout à fait sauvage, ni tout à fait domestique, mais exactement ce que tu es censé être. » Les larmes coulaient librement sur les visages de Thomas et Jeanne, témoins silencieux de cet adieu anticipé. Gabriel lui-même avait dû faire un effort considérable pour maintenir sa caméra stable. « N'oublie jamais que tu as changé nos vies à tous », avait poursuivi Marie, sa voix faiblissant mais toujours déterminée. « Tu as montré à ma famille qu'il existe des formes de connexion que nous ne comprenons pas encore pleinement. Et à moi, tu m'as offert un compagnon quand j'en avais le plus besoin. » Elle avait fait une pause, semblant rassembler ses dernières forces. « Sois heureux, mon beau Léo. Vis pleinement, chasse avec passion, et souviens-toi qu'une vieille biologiste t'aimait de tout son cœur. » Sur ces mots, elle avait fermé les yeux, épuisée par l'effort. Gabriel avait discrètement arrêté l'enregistrement, échangeant un regard lourd de sens avec Thomas et Jeanne. Tous trois savaient qu'ils venaient d'assister à quelque chose de profondément intime, un testament d'amour qui transcendait les barrières conventionnelles. Cette nuit-là, alors que Marie dormait sous l'effet des médicaments, Thomas était resté éveillé dans le fauteuil près de son lit, observant Léo qui maintenait sa veille silencieuse. L'animal avait développé un nouveau comportement ces derniers jours. Il se levait périodiquement pour vérifier la respiration de Marie, approchant son museau de son visage comme pour s'assurer qu'elle était toujours là. « Tu le sens, n'est-ce pas ?» avait murmuré Thomas dans la pénombre, s'adressant directement au lynx pour la première fois. « Tu sais qu'elle s'en va. » Les yeux dorés de Léo s'étaient détournés vers lui, reflétant la faible lumière de la veilleuse. Dans ce regard, Thomas avait cru discerner une reconnaissance, une conscience partagée qui l'avait profondément touché. « Je suis désolé d'avoir douté de toi », avait-il continué, sa voix à peine audible pour ne pas déranger sa mère. « Je ne comprenais pas ce que tu représentais pour elle, pour nous tous. » Léo avait cligné lentement des yeux, ce geste que Marie avait souvent décrit comme un signe d'affection dans le langage félin, avant de retourner son attention vers la femme endormie. Le lendemain matin, Marc était arrivé avec des nouvelles du sanctuaire. Tout était prêt pour accueillir Léo. Un enclos spacieux avait été aménagé avec des structures en hauteur, des cachettes et même un petit bassin, recréant un environnement aussi proche que possible de son habitat naturel, tout en permettant un contact humain contrôlé. « J'ai parlé longuement avec le directeur », avait expliqué Marc à Thomas et Jeanne dans la cuisine, gardant la voix basse. Ils ont déjà accueilli d'autres félins sauvages, ayant connu une proximité inhabituelle avec les humains. Leur approche est progressive, ils ne forcent jamais l'animal à s'éloigner des soigneurs s'il ne le souhaite pas. « Et quand devra-t-il y aller ?» avait demandé Jeanne, la question que tous redoutaient. Marc avait pris une profonde inspiration. Idéalement, quelques jours après Marie, Léo aura besoin d'un temps d'adaptation ici, pour comprendre qu'elle ne reviendra pas avant d'affronter un nouvel environnement. Thomas avait hoché la tête, reconnaissant la sagesse de cette approche, bien qu'elle implique de prolonger leur propre deuil. « Et qui le transportera ? Je m'en chargerai personnellement, » avait assuré Marc, avec l'aide de Gabriel si possible. Léo nous connaît tous les deux suffisamment pour nous faire confiance. Ces arrangements pratiques, aussi nécessaires soient-ils,
avait une finalité qui pesait lourdement sur leur cœur. Chaque détail réglé rapprochait un peu plus le moment qu'ils redoutaient tous. La journée s'était écoulée lentement, rythmée par les visites des infirmières à domicile qui venaient désormais 2 fois par jour pour s'occuper de Marie. Léo s'était habitué à leur présence, se retirant simplement sur le rebord de la fenêtre pendant leurs soins avant de reprendre sa place auprès de Marie dès leur départ. En fin d'après-midi, alors que la chaleur commençait enfin à diminuer, quelque chose d'étrange s'était produit. Léo, qui somnolait près du lit, s'était soudain redressé, les oreilles dressées, tous ses sens en alerte. Puis, sans avertissement, il avait bondi vers la porte-fenêtre entr'ouverte et avait disparu dans le jardin. « Léo !» avait appelé Thomas, alarmé par ce départ précipité qui ne ressemblait pas aux habitudes récentes du félin. Jeanne, qui se trouvait sur la terrasse, l'avait rassuré. « Ne t'inquiète pas, il n'est pas parti loin. Il est juste... Attends, c'est bizarre. » Thomas l'avait rejointe pour observer la scène inhabituelle. Léo se tenait immobile à la lisière du jardin, regardant fixement vers la forêt. Puis, comme s'il répondait à un appel inaudible pour les humains, il s'était enfoncé dans les bois. « Devrait-on le suivre ?» avait demandé Jeanne, inquiète. Thomas avait hésité, partagé entre son inquiétude pour Léo et son désir de rester auprès de sa mère. « Non, laissons-lui un peu de temps. Il est chez lui dans la forêt, et il n'est jamais parti longtemps. » Ils étaient de retourner à l'intérieur, mais une tension nouvelle flottait dans l'air. Et si Léo avait senti que la fin était proche et avait choisi de partir avant le moment fatidique? Cette pensée, bien que personne n'osât la formuler à voix haute, hantait chacun d'entre eux. La soirée était tombée, et Léo n'était toujours pas revenu. Les enfants, qui venaient d'arriver avec Claire, avaient été déçus de ne pas trouver le lynx à sa place habituelle. « Il reviendra », avait assuré Lucas, avec une conviction touchante. Il ne partirait pas sans dire au revoir à mamie. Comme pour donner raison à l'enfant, un bruit léger à la porte-fenêtre avait attiré leur attention. Léo se tenait là, mais pas seul. À sa suite, maintenant une distance respectueuse, se trouvait une femelle lynx adulte, plus petite que lui, mais avec le même pelage tacheté caractéristique. « Mon Dieu !» avait murmuré Claire, figée sur place. « Il a ramené un ami ?» Marc, qui était resté pour attendre le retour de Léo, avait observé la scène avec un émerveillement professionnel. Une femelle adulte, c'est extraordinaire. Les lynx sont généralement solitaires, sauf pendant la période de reproduction. Léo était entré dans la maison avec son assurance habituelle, mais la femelle était restée sur le seuil, méfiante. Après quelques instants d'hésitation, elle avait finalement suivi Léo à l'intérieur, se tenant dans l'ombre, ses yeux brillants évaluant chaque humain présent. Il l'a invité, avait constaté Emma, impressionnée, comme s'il voulait lui présenter sa famille. Cette interprétation, bien que simpliste, semblait étrangement juste. Léo avait repris sa place auprès de Marie, tandis que la femelle observait la scène depuis une distance prudente. Après quelques minutes, elle s'était approchée suffisamment pour renifler Marie, puis s'était retirée vers un coin de la pièce, s'installant là où elle pouvait garder un œil sur tout ce qui se passait. « Je n'ai jamais rien vu de tel », avait avoué Marc, stupéfait. C'est comme s'il voulait, je ne sais pas, lui présenter Marie avant. Il n'avait pas terminé sa phrase, mais tous avaient compris. Thomas, en particulier, avait été frappé par la symbolique de ce moment, comme si Léo, sentant l'imminence de la fin, avait voulu partager une dernière fois son monde avec Marie, lui présentant un aspect de sa vie sauvage qu'elle n'avait pas encore connu. Cette nuit-là, la famille entière était restée au chevet de Marie. Thomas, Claire et les enfants s'étaient installés sur des matelas improvisés dans le salon, tandis que Jeanne occupait le fauteuil près du lit. Personne n'avait explicitement mentionné pourquoi ils restaient tous, mais chacun sentait que le moment approchait.
Léo avait maintenu sa veille habituelle, occasionnellement rejoint par la femelle qui semblait avoir accepté, au moins temporairement, cette cohabitation inhabituelle avec des humains. Sa présence ajoutait une dimension presque mystique à ces heures suspendues, comme si le monde sauvage lui-même reconnaissait l'importance de ce qui se jouait dans cette petite maison à la lisière de la forêt. L'aube avait point timidement, diffusant une lumière douce à travers les rideaux de dentelle. Thomas s'était réveillé en sursaut, tiré du sommeil par un changement subtil dans l'atmosphère de la pièce. À côté de lui, Claire dormait encore, sa main protectrice posée sur Emma, qui s'était blottie contre elle pendant la nuit. Lucas avait migré vers le canapé, son petit corps recroquevillé sous une couverture légère. Jeanne, qui avait veillé pendant les dernières heures, avait levé les yeux à son réveil, leur échange silencieux confirmant ce que Thomas ressentait déjà. Quelque chose avait changé dans l'état de Marie. « Je vais appeler le médecin », avait murmuré Jeanne, se levant doucement pour ne pas déranger les autres. Thomas s'était approché du lit de sa mère, observant sa respiration devenue plus laborieuse, plus irrégulière. Léo, qui n'avait pas quitté sa place, avait redressé la tête à son approche, ses yeux dorés semblant refléter la même inquiétude que Thomas ressentait. « Bonjour, maman », avait-il dit doucement, prenant sa main frêle dans la sienne. « C'est Thomas. » À sa surprise, Marie avait ouvert les yeux, son regard trouvant le sien avec une clarté qui l'avait saisi. « Thomas », avait-elle articulé faiblement, un léger sourire étirant ses lèvres pâles. « Quelle ferait-il ?»« Tôt, le soleil vient juste de se lever », avait-il répondu, serrant sa main un peu plus fort, comme pour s'accrocher à ce moment de lucidité inattendue. « Tu as bien dormi ?» Marie avait fait un petit signe de la tête, son regard dérivant vers Léo qui s'était rapproché, posant délicatement sa tête près de son épaule. « Il est resté toute la nuit », avait-elle murmuré, et elle aussi. Thomas avait suivi son regard vers la femelle lynx qui observait la scène depuis le coin de la pièce, sa présence discrète mais vigilante. « Oui, ils sont tous les deux restés. C'est extraordinaire. »« Pas si extraordinaire, » avait répondu Marie, sa voix à peine audible mais empreinte d'une certitude tranquille. « Les animaux comprennent beaucoup plus que nous ne le croyons. » Le docteur Laurent était arrivé rapidement, accompagné d'une infirmière spécialisée en soins palliatifs. Après un examen attentif, il avait pris Thomas et Jeanne à part dans la cuisine. « Les signes sont clairs », avait-il expliqué avec une douceur professionnelle. « Je pense que nous sommes entrés dans la phase finale. » Sa respiration a changé et son pouls est de plus en plus faible et irrégulier. « Combien de temps ?» avait demandé Thomas, la gorge serrée. Le médecin avait hésité, puis avait répondu avec honnêteté. « Quelques heures, peut-être une journée. Il est difficile d'être précis, mais je vous conseille de rassembler la famille. » Thomas avait hoché la tête, une part de lui soulagée que la fin approche enfin, mettant un terme à la souffrance de sa mère, une autre part terrifiée par l'imminence de la perte. « Et pour Léo ?» avait demandé Jeanne, formulant la préoccupation que Thomas n'osait exprimer. « Devrait-il être présent ou, d'après ce que j'ai pu observer, sa présence semble apaiser votre sœur ?» avait répondu le médecin. « À moins qu'il ne montre des signes d'agitation, je ne vois aucune raison de l'écarter dans ces derniers moments. » L'infirmière avait ajouté avec l'expérience de nombreux accompagnements. « Les animaux domestiques sont souvent une source de réconfort inestimable pour les patients en fin de vie. Bien que votre situation soit inhabituelle, le principe reste le même. » Claire et les enfants s'étaient réveillés peu après, et Thomas leur avait expliqué la situation avec des mots simples mais honnêtes. Emma, malgré ses larmes, avait montré une compréhension remarquable pour son âge. Lucas, plus jeune, avait semblé avoir plus de difficulté à saisir pleinement ce qui se passait, mais avait néanmoins perçu la gravité du moment. « Est-ce qu'on peut dire au revoir à mamie ?» avait-il demandé, ses grands yeux levés vers son père. « Bien sûr, mon chéri », avait répondu Thomas, caressant ses cheveux.
Mais elle est très fatiguée, alors il faudra parler doucement et ne pas rester trop longtemps. Marc était arrivé peu après, alerté par Jeanne. En vétérinaire expérimenté, il avait immédiatement remarqué le changement dans le comportement de Léo, une vigilance accrue, une attention encore plus soutenue envers Marie. « Il sent que la fin approche », avait-il confirmé à voix basse. C'est fascinant et profondément émouvant. La matinée s'était écoulée dans une atmosphère suspendue, chaque membre de la famille prenant son temps pour s'asseoir auprès de Marie, partageant des souvenirs, des mots d'amour ou simplement une présence silencieuse. Marie oscillait entre conscience et inconscience, mais semblait reconnaître chaque voix, réagissant par un léger serrement de main ou un mouvement des paupières. Gabriel était arrivé en fin de matinée, sa présence discrète désormais acceptée comme celle d'un ami de la famille. Avec une sensibilité remarquable, il avait capturé ces derniers moments sans jamais s'imposer. Son objectif saisissant la lumière qui baignait la pièce, transformant cette scène de fin de vie en tableau empreint d'une beauté austère. Vers midi, la respiration de Marie était devenue plus erratique, avec des pauses inquiétantes qui faisaient retenir leur souffle à tous. L'infirmière avait confirmé ce qu'il redoutait. Le moment approchait. Thomas avait alors pris une décision. « Je pense que nous devrions tous être présents », avait-il dit, regardant tour à tour Claire, les enfants, Jeanne, Marc et même Gabriel, ensemble, une dernière fois. Ils s'étaient rassemblés autour du lit, formant un cercle de présence aimante autour de Marie. Thomas se tenait près de la tête du lit, une main posée sur l'épaule de sa mère. Claire se trouvait derrière lui, son soutien silencieux perceptible dans sa proximité. Emma, les yeux rougis mais déterminée à être forte, se tenait près de sa mère, tandis que Lucas restait légèrement en retrait, intimidé par la solennité du moment. Jeanne s'était placée de l'autre côté du lit, ses doigts entrecroisés avec ceux de sa sœur. Marc et Gabriel se tenaient respectueusement en arrière-plan, témoins discrets de cet adieu familial. Léo, comme s'il comprenait parfaitement ce qui se déroulait, s'était avancé sur le lit avec une délicatesse remarquable, évitant de déranger Marie tout en se positionnant près d'elle, son corps formant une présence chaude et rassurante contre sa hanche. La femelle lynx observait la scène depuis le seuil de la pièce, son regard attentif allant de Léo aux humains, comme si elle évaluait cette étrange communauté interspécifique. Marie avait ouvert les yeux une dernière fois, son regard parcourant lentement chaque visage, s'attardant sur chacun comme pour imprimer leurs traits dans sa mémoire. Quand ses yeux avaient rencontré ceux de Léo, un sourire ténu avait étiré ses lèvres. « Mon beau gardien », avait-elle murmuré, si faiblement que seuls ceux qui étaient tout près avaient pu l'entendre. Léo avait alors fait quelque chose d'extraordinaire. Avec une douceur infinie, il s'était avancé pour toucher brièvement son museau contre la joue de Marie, un geste d'une tendresse si pure, si dénuée d'artifice, que Thomas avait senti les larmes couler librement sur son visage. Emma avait laissé échapper un sanglot, ses mains couvrant sa bouche comme pour contenir son émotion. Claire l'avait attiré contre elle, lui offrant le réconfort de son étreinte. Lucas, comprenant instinctivement la gravité du moment malgré son jeune âge, s'était rapproché de son père, cherchant sa main pour se rassurer. « C'est bon, maman », avait murmuré Thomas, sa voix tremblante mais résolue. « Tu peux te reposer maintenant, nous sommes tous là, et nous prendrons soin de Léo, je te le promets. » Marie avait fermé les yeux, son visage s'apaisant comme si ces mots lui apportaient exactement la permission dont elle avait besoin. Sa respiration s'était ralentie progressivement, chaque inspiration plus espacée que la précédente. La dernière expiration de Marie avait été si légère, si paisible, que pendant un instant, personne n'avait réalisé que c'était la fin. Puis le silence s'était imposé, ce silence particulier, dense et définitif qui ne pouvait signifier qu'une seule chose. L'infirmière s'était avancée discrètement, avait vérifié le pouls de Marie,
puis avait hoché doucement la tête en direction de Thomas. « Elle est partie », avait-elle murmuré avec respect. Le temps semblait s'être figé dans la petite chambre baignée de lumière matinale. Jeanne avait porté la main de sa sœur à ses lèvres dans un dernier geste d'adieu. Claire avait attiré les enfants contre elle, leurs larmes silencieuses mouillant son chemisier. Thomas était resté immobile, son regard fixé sur le visage désormais apaisé de sa mère, comme s'il cherchait à graver chacun de ses traits dans sa mémoire. Mais c'était la réaction de Léo qui avait captivé l'attention de tous. Le lynx s'était redressé lentement, observant Marie avec une intensité presque insoutenable. Puis, avec une délicatesse surprenante pour un prédateur de sa taille, il avait posé une patte sur la poitrine immobile de Marie, comme s'il cherchait le battement de cœur familier. Ne le trouvant pas, il avait émis un son, pas tout à fait un miaulement, pas tout à fait un gémissement, qui avait résonné dans la pièce silencieuse avec une charge émotionnelle bouleversante. « Mon Dieu !» avait murmuré Marc, visiblement ému. « Il comprend. » Léo avait alors fait quelque chose que personne n'aurait pu anticiper. Il s'était tourné vers la femelle lynx qui observait toujours depuis le seuil, avait émis un son bref, presque un appel, puis était revenu vers Marie. La femelle, après un moment d'hésitation, s'était avancée dans la pièce et avait rejoint Léo sur le lit. Ensemble, les deux félins sauvages s'étaient allongés de part et d'autre de Marie, formant une garde d'honneur improbable mais profondément émouvante. Gabriel, malgré son professionnalisme, n'avait pu retenir une larme en capturant cette image extraordinaire, une femme entourée par sa famille humaine et animale dans un moment de transition entre deux mondes. « Je n'ai jamais rien vu de tel », avait murmuré l'infirmière, elle-même visiblement touchée malgré sa longue expérience des fins de vie. C'est comme s'il lui rendait hommage. Thomas avait senti la main de Lucas se glisser dans la sienne. « Est-ce que mamie est un ange maintenant ?» avait demandé le petit garçon, ses grands yeux levés vers son père. « Oui, mon chéri », avait répondu Thomas, la gorge serrée. « Elle veille sur nous depuis le ciel. » Les heures qui avaient suivi s'étaient déroulées dans une brume de démarches pratiques et d'émotions intenses. Le médecin était revenu pour constater officiellement le décès. Les pompes funèbres avaient été contactées. La nouvelle avait été transmise aux amis proches et aux anciens collègues de Marie. Pendant tout ce temps, Léo était resté près du corps de Marie, refusant de s'éloigner, même lorsque les employés des pompes funèbres étaient arrivés pour emporter la dépouille. Ce n'est qu'après l'intervention douce mais ferme de Marc qu'il avait finalement accepté de se retirer, rejoignant la femelle lynx qui s'était réfugiée dans un coin du salon. « Que va-t-il se passer maintenant ?» avait demandé Emma, observant les deux lynx qui semblaient communiquer silencieusement, leurs corps proches sans se toucher. « Pour Léo, tu veux dire ?» avait répondu Thomas, passant un bras autour des épaules de sa fille. « Nous allons respecter les souhaits de mamie. Il ira dans ce sanctuaire dont nous t'avons parlé, où il pourra vivre en semi-liberté. » Et elle ? Emma avait désigné la femelle. « Elle peut y aller aussi ?» Marc, qui les avait rejoints, avait secoué la tête. « Elle est complètement sauvage, Emma. Son apparition ici est extraordinaire mais temporaire. Je pense qu'elle repartira d'elle-même vers la forêt dès qu'elle se sentira prête. » Mais elle et Léo, avait insisté Emma, percevant intuitivement le lien qui semblait s'être formé entre les deux félins. « La nature a ses propres règles, » avait expliqué Marc doucement. « Si un lien s'est vraiment établi entre eux, qui sait? Les lynx ont de vastes territoires. Peut-être se retrouveront-ils. » Le soir venu, la maison avait retrouvé un calme relatif. Les corps de Marie avaient été emportés avec dignité. Claire avait emmené les enfants épuisés se reposer dans l'ancienne chambre de Thomas. Jeanne s'était occupée des arrangements funéraires, trouvant dans ces tâches pratiques un exutoire à sa douleur. Thomas s'était retrouvé seul dans le salon,
contemplant le jardin qui s'assombrissait à travers la baie vitrée. Léo était venu s'asseoir près de lui, sa présence silencieuse offrant un étrange réconfort. « Elle t'aimait tellement », avait murmuré Thomas, osant pour la première fois caresser directement le pelage tacheté du lynx. « Et maintenant, je comprends pourquoi. » Léo avait accepté ce contact avec une dignité tranquille, ses yeux dorés fixés sur Thomas comme s'il évaluait la sincérité de ce nouveau lien qui se formait entre eux. « Je tiendrai ma promesse », avait continué Thomas. « Je veillerai à ce que tu aies la meilleure vie possible. » La femelle lynx les observait depuis son coin, sa méfiance initiale semblant s'être atténuée au fil des heures. Marc, qui revenait de la cuisine avec un plateau de nourriture pour les félins, avait remarqué cette dynamique évolutive avec intérêt professionnel. « Je pense qu'elle ne partira pas tant que Léo sera ici », avait-il commenté en déposant la viande fraîche sur 2 assiettes séparées. C'est fascinant d'un point de vue comportemental. Les lynx sont généralement solitaires, sauf pendant la saison des amours. Cette relation est inhabituelle. Tout comme l'était celle de Léo avec maman, avait répondu Thomas, une pointe de fierté perçant à travers sa tristesse. Peut-être qu'il a simplement appris à voir au-delà des barrières naturelles. Les jours suivants avaient été consacrés aux préparatifs des funérailles et à l'adaptation à cette nouvelle réalité sans Marie. Thomas avait temporairement emménagé dans la maison avec sa famille, reconnaissant l'importance de maintenir une présence humaine familière pour Léo pendant cette période de transition. Gabriel avait continué son travail documentaire, capturant avec sensibilité les moments de deuil partagés et les interactions entre Léo et la femelle lynx, qui avait été surnommée Sylvia par les enfants, en référence à la forêt d'où elle venait. Le documentaire prend une dimension que je n'aurais jamais imaginée, avait-il confié à Thomas, alors qu'ils regardaient les 2 félins explorer ensemble le jardin au crépuscule. Ce n'est plus seulement l'histoire de Marie et Léo, mais celle d'un héritage qui continue, une connexion qui transcende même la mort. Les funérailles avaient eu lieu 3 jours après le décès, dans le petit cimetière du village voisin. La cérémonie, simple mais émouvante, avait rassemblé un nombre surprenant de personnes, anciens élèves, collègues, voisins, tous venus rendre un dernier hommage à cette femme extraordinaire qui avait touché leur vie. Thomas avait prononcé un éloge sobre et poignant, évoquant non seulement la mère et l'enseignante, mais aussi la femme qui, confrontée à sa propre fin, avait choisi d'ouvrir son cœur à une créature sauvage, créant ainsi une connexion qui avait transformé sa dernière année en une période de découverte et d'émerveillement. Ma mère nous a enseigné par son exemple que les frontières que nous établissons entre les espèces sont peut-être plus perméables que nous ne le pensons, avait-il conclu, sa voix ferme malgré l'émotion. Sa relation avec Léo nous rappelle que la compassion et la compréhension peuvent surgir dans les circonstances les plus inattendues et que même face à la mort, il est possible de créer quelque chose de profondément significatif. À la fin de la cérémonie, alors que les participants se dispersaient lentement, Gabriel avait discrètement remis à Thomas une enveloppe. « Les premières copies du livre sont arrivées ce matin », avait-il expliqué. « J'ai pensé que vous voudriez peut-être en déposer un ici. » Thomas avait ouvert l'enveloppe pour découvrir un exemplaire finement relié de Léo et Marie, une histoire extraordinaire. Sans un mot, il l'avait posé sur la tombe fraîchement comblée, le vent tournant doucement les pages comme pour feuilleter une dernière fois cette histoire d'amour improbable. 1 semaine après les funérailles, le jour du départ de Léo était arrivé. Marc avait suggéré de ne pas trop prolonger la période de transition, craignant que cela ne rende la séparation encore plus difficile, tant pour Léo que pour la famille. La grande cage de transport avait été installée dans le salon, porte ouverte, depuis plusieurs jours pour que Léo s'y habitue. Thomas avait expliqué patiemment aux enfants ce qui allait se passer, les préparant à ce deuxième adieu qui, bien que différent, ravivait inévitablement la douleur du premier. « Il va être heureux là-bas » avait demandé Lucas pour la énième fois,
son petit visage grave reflétant sa préoccupation sincère. « Oui, mon cœur, » avait répondu Thomas, s'agenouillant pour être à sa hauteur. « C'est un endroit spécialement conçu pour des animaux comme lui, ni tout à fait sauvage, ni tout à fait domestique. Il aura beaucoup d'espace, des arbres pour grimper et des personnes qui comprendront ses besoins particuliers. Mais il ne nous verra plus, » avait insisté l'enfant, ses yeux se remplissant de larmes. Thomas avait pris une profonde inspiration. « Non, pas tous les jours. Mais nous pourrons lui rendre visite et Marc veillera sur lui. Et puis, n'oublie pas que nous avons notre livre et les films de Gabriel. Léo fera toujours partie de notre famille, même s'il vit ailleurs. » Ce matin-là, alors que Marc et Gabriel chargeaient la camionnette spécialement aménagée pour le transport, une surprise les attendait. Sylvia, la femelle lynx qui était restée dans les parages depuis la mort de Marie, s'était approchée de la maison avec une audace inhabituelle. « Elle sait, » avait murmuré Emma, observant par la fenêtre. « Elle sait qu'il part. » Marc avait observé ce comportement avec fascination. « C'est remarquable. Elle a maintenu une proximité avec lui tout en gardant ses distances avec nous. C'est comme si elle avait développé une forme de communication avec Léo. » La question qui se posait maintenant était pratique autant que éthique. Devait-il tenter de capturer également Sylvia pour l'amener au sanctuaire, ou respecter sa nature sauvage et la laisser retourner à la forêt? Je pense qu'il faut laisser la nature décider, avait finalement tranché Marc après mûre réflexion. Nous préparons Léo pour son voyage. Si elle choisit de le suivre jusqu'au dernier moment, nous réévaluerons la situation. Mais je ne peux pas recommander de capturer un animal parfaitement sauvage sans nécessité absolue. Le moment du départ avait été chargé d'émotions. Thomas, Claire et les enfants s'étaient rassemblés dans le jardin pour dire au revoir à Léo, chacun à sa manière. Emma avait préparé un petit bracelet de fil tressé qu'elle avait timidement attaché au collier de localisation que Léo portait désormais. « C'est pour que tu te souviennes de nous », avait-elle expliqué au félin qui l'observait avec cette intensité caractéristique. Lucas, fidèle à lui-même, avait offert un dessin, une représentation colorée de Léo et Marie ensemble sous un grand arbre, avec la famille en arrière-plan. Marc avait promis de l'afficher dans l'enclos de Léo au sanctuaire. Thomas s'était agenouillé devant le lynx, les yeux dans les yeux. « Merci », avait-il dit simplement, sa voix chargée d'émotion, « pour tout ce que tu as apporté à maman et à nous tous. » Léo avait maintenu ce contact visuel pendant ce qui avait semblé une éternité, puis avait lentement cligné des yeux. Ce geste que Marie avait identifié comme un signe d'affection féline. C'était comme s'il comprenait, comme s'il acceptait ce nouveau chapitre qui s'ouvrait pour lui. La montée dans la cage de transport s'était finalement faite sans difficulté, Léo semblant comprendre la nécessité de ce voyage. Mais alors que Marc et Gabriel s'apprêtaient à fermer la porte de la camionnette, un mouvement rapide à la lisière de la forêt avait attiré leur attention. Sylvia se tenait là, immobile, son regard fixé sur le véhicule. Puis, dans un élan qui avait stupéfié tous les présents, elle s'était élancée vers eux, s'arrêtant à quelques mètres seulement de la camionnette. « Incroyable », avait murmuré Marc, figé par la surprise. « Je n'ai jamais vu un comportement pareil chez un lynx sauvage. » La femelle avait émis un son, un appel distinct qui avait provoqué une réaction immédiate de Léo dans sa cage. Un échange vocal s'était établi entre les deux félins, incompréhensible pour les humains présents, mais clairement significatif. « On dirait qu'ils communiquent », avait observé Gabriel, sa caméra captant discrètement cet échange extraordinaire. Après plusieurs minutes de cette communication mystérieuse, Sylvia avait fait quelque chose d'encore plus surprenant. Elle s'était approchée de la camionnette et avait sauté à l'intérieur, se positionnant près de la cage de Léo, tout en maintenant une distance prudente avec les humains. Marc et Gabriel avaient échangé un regard stupéfait. « Je crois », avait lentement articulé Marc, «
que nous avons une passagère supplémentaire. » La décision avait été prise rapidement. Si Sylvia choisissait de suivre Léo, il ne l'en empêcherait pas. Le sanctuaire, prévenu par téléphone, s'était déclaré prêt à accueillir les deux lynx, avec des dispositions spéciales pour respecter la nature plus sauvage de Sylvia. Les adieux définitifs avaient été brefs mais intenses. La camionnette s'était éloignée sur le chemin forestier, emportant non seulement Léo, mais aussi ce lien vivant avec Marie que sa présence avait représenté pendant si longtemps. « C'est comme si une partie de maman partait avec lui », avait murmuré Jeanne, exprimant ce que tous ressentaient. 6 mois s'étaient écoulés. L'automne avait cédé la place à l'hiver, puis au printemps. La maison à la lisière de la forêt avait été conservée, Thomas et sa famille y passant régulièrement les week-ends, trouvant dans ce lieu chargé de souvenirs une forme de connexion persistante avec Marie. Le documentaire de Gabriel, Apprivoiser l'extraordinaire, l'histoire de Marie et Léo, avait été diffusé sur une chaîne nationale, puis repris par plusieurs plateformes internationales. Le succès avait dépassé toutes les attentes, touchant un public bien au-delà des cercles habituels des documentaires animaliers. Ce qui résonne chez les spectateurs, avait expliqué Gabriel lors d'une interview, c'est cette démonstration que l'empathie et la connexion peuvent transcender non seulement les barrières entre espèces, mais aussi les circonstances les plus difficiles. Marie, face à sa propre mort, a choisi de créer quelque chose de beau et de significatif. Le livre, initialement conçu comme un projet familial, avait également trouvé un éditeur et connaissait un succès modeste mais constant. Les profits étaient intégralement reversés à une fondation créée par Thomas en mémoire de sa mère, l'Effet Marie, dédié à la recherche sur les interactions entre humains et animaux sauvages dans un contexte thérapeutique. Au sanctuaire, Léo s'était adapté avec une facilité qui avait surpris même les soigneurs les plus expérimentés. Son enclos, spacieux et aménagé pour reproduire son habitat naturel, était devenu un lieu de visite privilégié pour les écoles et les groupes d'études. Quant à Sylvia, elle avait choisi de rester. Contre toute attente, elle et Léo avaient formé ce que les biologistes du sanctuaire décrivaient comme une association stable. Pas tout à fait un couple au sens traditionnel, mais une relation de cohabitation qui défiait les comportements habituels des lynx adultes. Lors de leur première visite au sanctuaire, 3 mois après le départ de Léo, Thomas et les enfants avaient été émus aux larmes de voir comment les deux félins semblaient avoir trouvé un équilibre entre leur nature sauvage et les traces de leur contact avec le monde humain. « Regarde, papa », avait chuchoté Emma, pointant vers Léo, qui les observait depuis une plateforme surélevée. « Il nous reconnaît. » Et c'était vrai. Le lynx les avait fixés longuement, ses yeux dorés semblant s'attarder sur chacun d'eux avant de cligner lentement. Ce geste que Marie leur avait appris à reconnaître comme un signe d'affection. « Je crois que maman serait fière », avait dit Lucas, sa main serrée dans celle de son père. Léo est heureux, et on ne l'a pas oublié. 1 an jour pour jour après le décès de Marie, la famille s'était réunie sur sa tombe. Thomas, Claire, les enfants et Jeanne avaient apporté des fleurs sauvages, les préférées de Marie, et avaient passé un moment paisible à partager des souvenirs. Sur le chemin du retour, ils s'étaient arrêtés au sanctuaire. Marc, désormais consultant régulier de l'établissement, les avait accueillis avec une nouvelle surprenante. « Venez voir », avait-il dit, les guidant vers l'enclos de Léo et Sylvia avec un sourire mystérieux. Là, dans un abri discret, Sylvia reposait paisiblement. 3 petites formes tachetées blotties contre elle, des chatons lynx nés quelques jours plus tôt. « La vie continue », avait murmuré Jeanne, les larmes aux yeux. Thomas avait observé ces nouvelles vies, fruits indirects de la compassion de sa mère, et avait senti quelque chose s'apaiser en lui. Le cercle commencé par Marie se poursuivait, créant des ondulations qui continueraient bien au-delà de sa propre existence. « Oui », avait-il répondu, serrant Emma et Lucas contre lui. « La vie continue,
et l'amour aussi, sous toutes ses formes.